2 mars. 2 mars de l'année 2020. Je viens d'arrêter une émission, d'écouter une émission sur France Culture parce il a été fait mention de cette expression mâle blanc. Je fais une réaction immédiate avec un petit décalage de 2-3 minutes, mais donc ce décalage a suffi pour que je perde un peu de cette énergie, de cette volonté de réagir, immédiatement. Voilà, donc il y a la force et l'énergie de réaction est atténuée, mais il en reste suffisamment pour que je puisse produire quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la pensée et de la rationalité les plus strictes, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de marquer le coup, et donc j'ai pris de façon arbitraire. Cela ne concerne que moi, mais j'aimerais que ça puisse s'étendre. Alors, on pourrait monter une sorte de mobilisation contre l'utilisation de l'expression de mâle blanc, mais surtout d'abord de blanc tout court. Interdisons l'expression, bannissons l'expression l'expression blanc. J'ai entendu quelqu'un, et je dis que je suis dans la réaction un peu primaire, un peu première. J'ai entendu quelqu'un qui a consacré, qui est plus âgé que moi de 2 ans, qui a consacré sa vie à lutter contre le traitement réservé aux immigrés, contre le colonialisme, le néocolonialisme, et ainsi de suite. Ça ne l'a pas empêché d'utiliser le terme de blanc. Alors ce terme a essaimé partout. Donc il n'y a pas longtemps, donc il y a 2 jours seulement, j'ai dû interrompre l'écoute de 2 émissions de France Culture. Ce n'est pas que ce soit un drame, ni pour France Culture, ni pour moi. Mais pour moi, c'est quand même un drame, parce que je suis dans des émissions, je ne sais pas comment dire, les catégories d'analyse, les catégories de spécification, je ne sais pas, ou de spécification, je ne sais pas comment le dire, de la société française. S'il fallait compartimenter, je ne sais pas, comme aujourd'hui on compartimente géographiquement, on dit géographiquement et un peu symboliquement, on dit quartier populaire, ça veut dire quartier périphérique. Là, c'est au niveau de la spatialisation, c'est au niveau géographique, c'est d'accord, c'est pas... Mais ça migre vers la sociologie, vers l'économie, vers la politique et vers le symbolique aussi. Mais d'abord, c'est l'espace. L'espace, c'est géographique, c'est voilà, c'est physique. Donc la banlieue, et évidemment, on imagine que la banlieue est loin du centre et que c'est dans le centre que se concentrent la plupart des activités les plus illustres, les plus symboliquement valorisantes, ou je ne sais pas, peut-être dans le centre que se concentre le pouvoir culturel, le pouvoir peut-être économique, mais je ne sais pas, en tout cas, voilà, il y a une différenciation là, que l'on puisse établir ça, et quand on parle de gentrification des centres-villes, etc., que l'on puisse établir ce type de séparation, ce n'est pas grave. Après, quand on établit entre les Français, quand on dit les Français de souche et les Français qui ne le seraient pas, puisque obligatoirement c'est pour différencier.
certains ont ce type de repères pour identifier ceux qui sont français de sang, de ceux qui ne le sont que de façon presque externe, qui ne le seraient que parce que l'administration elle aurait décidé ainsi. Ainsi, s'il y a changement de gouvernement, on pourrait décider d'enlever la nationalité, comme ça, de dire que voilà, ces gens-là, ils ne sont pas français, même je ne sais pas comment on identifie ce qui est français et ce qui ne l'est pas, alors il faut avoir plusieurs faut avoir je sais pas comment dire, une antériorité. On va décider qu'il faut il faut avoir été français depuis 4, 5, 6 générations. Il faut peut-être avoir un patronyme bien français, basé sur une nomenclature spécifique. Ah d'accord, voilà, du rang, du bois, du pont, du machin et du machine, peu importe. Mais en tout cas, on va faire une sorte de sélection. Donc après, on fait, on va dire, et après on fait une autre sélection, on va dire, d'accord, vous avez des origines italiennes ou espagnoles, mais vous êtes quand même européen, par contre, on vous garde, mais on ne garde pas dans la nationalité et dans l'espace français, on ne va pas garder ceux qui sont d'une origine extra-européenne. Donc, il y a énormément de vocabulaire qui... oui, on avait pour un autre élément de différenciation, celui de... À un moment donné, les gens utilisaient le mot immigré. Immigré pour dire celui qui n'est pas français, celui qui est venu sur le tard s'ajouter s'ajouter aux autres habitants de la France. Après, ce vocable n'est plus tellement pertinent, puisque on trouve les immigrés ont fait souche, voilà, on rejoint le mot souche, et donc comment faire, comment distinguer celui du français, c'est-à-dire autochtone, du français presque allogène. Donc on a, je ne sais pas à partir de quel moment, l'expression mâle blanc, moi je n'ai pas d'autre référence à part celle de Macron, qu'il a utilisée comme ça dans une conversation, je ne sais pas dans quel contexte, mais en tout cas il l'a utilisé pour dire qu'il avait l'avantage d'être un mâle et un mâle blanc, etc., etc. Donc voilà, et c'était peut-être réservé à une sorte, comment dire, c'était peut-être une sorte de code entre gens qui se connaissent et qui parlent le même langage. Mais ce n'était pas destiné à se populariser et à être adopté par tout le monde. Donc, ce n'est pas... C'est le terme de mâle blanc, ben d'abord c'est un problème. Pourquoi faire référence, pourquoi dire mâle? Parce qu'à ce moment-là, si on dit mâle, on ne dit jamais femme blanche, on devrait dire femelle blanche à ce moment-là pour être dans une sorte d'égalité. Donc pourquoi on renvoie à la dimension biologique du mâle? Pourquoi on ne dit pas l'homme blanc, tout simplement? L'homme blanc, une dimension plus symbolique et une dimension extra-corporelle, si je puis dire. Dimension culturelle, dimension philosophique, dimension historique, au lieu de rester sur la dimension biologique pure. Donc, existe le mâle blanc, mais le blanc tout court. Donc, quand cette personne
qui autrefois se présentait comme sociologue, mais qu'aujourd'hui se présente comme un militant, on peut dire, du tiers-mondisme, même si le terme a disparu de la scène intellectuelle et universitaire, mais il existe encore une séparation entre, là encore, un centre qui est la vieille Europe, quelque part les anciennes puissances occupantes, et puis les pays qui ont acquis leur autonomie, mais qui sont encore dans des situations de faiblesse, je dirais pas de dépendance, mais de faiblesse structurelle, économiquement, sociologiquement et politiquement. Tout cela est encore pas tout à fait stabilisé. Donc on se retrouve, ces pays se retrouvent comme ça, en besoin d'être épaulés pour des raisons sécuritaires ou pour d'autres raisons. Mais pour ce qui est de... on peut dire que peut-être il y a une partie de la politique, et cette chose m'a ramené vers l'action qu'est en train de mener la France en Libye, action qui n'a rien à voir, qui ne se justifie par rien, sauf, je ne sais pas, en tout cas la France est en train de mener une guerre, participer à une guerre intérieure, une guerre civile, si l'on peut appeler ça comme ça, en tout cas qui oppose deux camps libyens, et la France devrait rester à l'extérieur, puisqu'elle n'a pas spécialement les deux, elle peut finalement, elle peut s'arranger avec les deux. Les deux ne sont pas, ils s'affirment pas comme ennemis de la France. Pourquoi elle va aider une partie contre une autre? Elle va le laisser se battre si la situation devait l'exiger. Et finalement, elle s'arrangerait avec le vainqueur de toutes les façons. Même la neutralité lui sera reconnue, lui sera finalement, elle ne perdra pas dans l'affaire. Alors si on peut dire intérêt, pas intérêt, oui, intérêt économique, ça reste comment dire, à quantifier réellement. Il y a quoi là? Il y a qu'est-ce qui se passe du côté de la France en Libye. Après les autres pays de l'Ouest africain, et là c'est autre chose. Là c'est l'affaire et l'aventure française, l'intervention française a bien débuté. Là elle connaît une phase de difficulté, elle traverse une phase difficile et les choses n'ont pas l'air de s'arranger, puisqu'il commence à y avoir une sorte de révolte contre la présence des troupes françaises. Et quand on dit une situation, si elle n'est pas réglée rapidement, évidemment, elle court le risque de se pourrir. Donc il y a un pourrissement certainement relatif, un pourrissement de la situation dans les pays du Sahel, voilà, donc confrontés à des troubles dont la France n'a pas été capable d'en venir à bout. Là, c'est un constat. La France n'a pas gagné cette guerre-là. Elle a gagné des batailles, puis voilà, donc les adversaires, je ne veux pas dire les adversaires de la France, mais les combattants sur place n'ont pas perdu la guerre non plus. Donc, il y a une situation peut-être qui s'est stabilisée, mais c'est pas cette stabilité, cette stabilisation n'est pas dans l'intérêt de la France ni dans l'intérêt des régimes en place. Parce que les combattants peuvent grignoter petit à petit, récupérer du terrain perdu, etc., etc. En tout cas, voilà, on ne comprend pas. Mais de là à parler, on peut parler de néo quelque chose. Il y a toujours du néo. Il peut y avoir du néo de toutes sortes. Alors, du néo vraiment très,
très appuyé, puis pouvoir du néo. Défendre ses intérêts n'est pas une chose honteuse, mais défendre ses intérêts légitimes, et quelquefois ça passe par des méthodes et des moyens pas très honnêtes. Dans ce jeu entre les puissances, c'est une sorte de... c'est pas une guerre, mais il y a un jeu de rapport de force, il y a des dynamiques que l'on ne peut pas analyser simplement du point de vue du bien et du mal, etc. On ne peut pas appliquer une politique vertueuse et une politique, comment dire, une politique... une politique il faut un peu se salir les mains, hein. Voilà, donc jusqu'à quel point, j'en sais rien. Mais est-ce que les interventions françaises, voilà la question importante, est-ce que les interventions françaises sont encore au point de finalement d'obérer le développement normal des pays dans lesquels elle intervient, des pays qui faisaient partie de ces sphères d'influence auparavant, mais qui le restent? Est-ce que l'intervention de la France, elle participe au maintien de certaines situations qui empêchent l'établissement d'une vie normale, c'est-à-dire avec une alternance au pouvoir, avec des projets que l'on mène jusqu'au bout, c'est-à-dire des projets de développement des structures, etc. Est-ce que là, il y a un côté, que l'on doit dénoncer parce qu'il n'est pas, parce qu'il n'est conforme à rien, parce qu'il n'est justifié par rien, maintenir certains régimes au pouvoir malgré la volonté populaire de s'en débarrasser, encore que quelquefois il y a ce problème qui peut être étudié sur le moyen ou le long terme. Il y a quelqu'un qui n'a pas qui ne mène pas une politique démocratique, mais il offre une certaine stabilité. Le problème, c'est que, voilà, après, on peut maintenir une situation sous contrôle pendant un moment, même si, évidemment, l'autocrate, il a une durée de vie limitée une fois parti. Si il a créé les conditions de la déstabilisation, s'il les a renforcées, s'il n'a fait que les reporter, la déstabilisation va quand même se produire parce qu'elle est basée sur des tensions entre les communautés, des tensions entre les différentes composantes de la société, de l'État, étant entendu que ces États sont des États artificiels. Je ne sais pas s'ils sont arrivés au stade de constituer des États unis, des États, comment dire, homogènes, ou si il y a encore des dynamiques de dislocation, des dynamiques qui opposées. Voilà, parce que il y aurait des groupes qui se retrouveraient, je ne sais pas, en minorité dans certains États, alors qu'en fait, et donc par de là même, ils seraient discriminés, alors qu'en fait, ils constituaient des groupes importants. Je ne sais pas, on aurait dispersé une partie d'un groupe, les morceaux, les parties d'un groupe important entre plusieurs États, et on l'aurait affaibli par cette dispersion. Donc ce groupe important en nombre et en capacité va chercher
à récupérer son unité. Donc, obligatoirement, ces États sont des États dans une transition. Ils ne pourront pas être stabilisés ou stables éternellement. Donc, la France participe peut-être au maintien d'une situation qui doit se décompter. Voilà donc ce que l'on pourrait dire de façon totalement improvisée par rapport à ces histoires-là. Donc je reviens sur le mot blanc. Quand on utilise le mot blanc par opposition au mot noir, je ne comprends pas. Si on dit à quelqu'un qu'il est noir, on n'a pas besoin de dire qu'il est noir, puisque ce n'est pas une indication pertinente, ça n'ajoute rien. Si on dit que quelqu'un, voilà, habitant dans une... on a déjà des informations, des indications. Quand on parle de certains, on va dire, des quartiers difficiles, on sait quelle est la majorité des gens qui les habitent. Donc on ne va pas spécifier, encore une fois, des noms blancs, etc. On ne va pas spécifier. Donc si on dit... d'ailleurs, le problème avec ce concept de blanchitude, c'est qu'en fait, c'est plus un concept qui dépasse le simple constat d'une sorte de différence chromatique. Ça va plus loin. Alors, ça va plus loin dans le sens, quand on a eu Obama, on a dit un président noir, même si Obama, il n'est pas noir. Il n'est pas noir. On peut dire qu'il est de sang mêlé, mais il n'est pas noir. Il n'est pas noir ni dans son parcours, ni dans sa physionomie, quelque part. Ah oui, on va dire, peut-être qu'il a les cheveux frisés. Ben à ce moment-là, on pousse. Donc, on veut absolument maintenir des séparations, même si parce que ça, je sais pas, ça maintient une sorte d'organisation du monde. Il y a nous, il y a les autres. Alors, pour empêcher qu'il y ait mélange, voilà une sorte de geste pour une sorte d'attitude non rationnelle ou je sais pas, une rationalité particulière pour maintenir à distance les autres, pour créer une séparation. Si on n'a plus le moyen de créer une séparation, on va utiliser un autre moyen. On va utiliser, je sais pas, la couleur des yeux, on va utiliser peut-être un aspect morphologique ou un autre. Donc plus une société est sur la voie d'une certaine, comment dire, indifférenciation, plus la tendance à l'indifférenciation va croître et va même exploser, et on va la retrouver partout. Moi, qui suis en France depuis 40 ans, le mot blanc est une chose que j'ai vu apparaître. Évidemment, je ne suis pas un observateur vraiment très... j'étais pas préoccupé par ces questions. C'est juste à un moment donné, ça m'a frappé. Et je ne pouvais plus l'ignorer parce que les occurrences de son emploi se multipliaient. J'étais de plus en plus mis sur la défensive. Moi, on me sortait de l'univers blanc, et puis on me mettait dans autre chose. Alors, après, que ça me plaise ou pas, l'essentiel que je ne sois pas confondu avec un blanc. Et après, s'il me plaît de m'appeler rouge ou gris, ou vert de gris, ou vert pomme, ou jaune canari, ou s'il me plaît, tout ce qu'on veut, sauf blanc. J'ai droit à toutes les couleurs, à tout l'arc-en-ciel des couleurs, tout l'horizon, tout ce qui reste. Et c'est pas peu. Alors je peux dire, je suis marron clair, ça me plaît aujourd'hui. Demain, je peux dire
je suis rose foncé, après-demain, je pourrais dire je suis rouge bordeaux, rouge sang. Je sais pas, j'ai le choix. Mais voilà, quelque part, j'aimerais choisir moi-même. J'aimerais pas qu'on me force à choisir. Même si on me laisse, dans ce qu'on me laisse, il y a beaucoup à prendre. Mais je veux pouvoir me dire blanc si cela m'enchante. Mais finalement, blanc, ça dépasse. Ça dépasse, si je me dis blanc, ça dépasse le problème. Moi-même, j'ai un problème avec les personnes dites noires. J'ai discriminé, et donc je sais de quoi je parle. Et parce que j'avais un autre objet en tête. Évidemment, ça ne sert à rien de s'en excuser. C'est une faute grave, mais on est conscient. On est conscient de ses limites en tant qu'individu et peut-être aussi en tant que groupe. Mais là, je reviens sur donc les occurrences. Voilà, je reprends le terme de l'emploi du mot blanc. Alors donc, je disais, ce sociologue passé au militantisme et si je peux dire, au panafricanisme ou je sais pas quoi. Et il dit, voilà, les quartiers, alors il y a le travailleur blanc et le travailleur non blanc. Voilà une catégorie. Voilà une catégorie. Voilà, le mot blanc, c'était évidemment... on avait du mal à comprendre ce qui se passait en Afrique du Sud. Il y avait une situation un peu compliquée. On avait comme ça, on avait des gens, alors on peut dire des gens qui sont venus de Hollande, de France, etc., et qui se sont établis là-bas et qui ont donné un aspect, en tout cas un aspect européen à cette région. On va dire, toi, s'il y avait cette région était restée entre les mains de ses habitants premiers, elle aurait pu ressembler à n'importe quelle autre région, je ne sais pas, peu d'infrastructures, etc., pas du tout une puissance, mais là il se trouve que l'Afrique du Sud est une puissance. Alors le mérite en revient à qui? Alors on a d'un côté on pourrait dire oui, les Africains sont incapables par eux-mêmes de se hisser au rang des puissances mondiales, et ce sont les Européens. Partout où il y a les Européens, qu'ils soient chez eux ou pas, il y a la possibilité de mettre en place un développement qui a conduit l'Afrique du Sud à avoir pendant un certain temps la bombe atomique, et ce n'est pas rien. Donc c'était ce n'est pas rien. Ça reste à vérifier, mais en tout cas, avoir la bombe atomique, c'est pas tellement un indice de développement. En tout cas, la chose est que à un moment, on était dans l'embarras. On ne savait pas comment. Donc ces populations-là, elles se considéraient comme extérieures. S'il n'y avait pas le caractère chromatique de blanc pas blanc, ils auraient eu recours à un autre caractère. Ils auraient peut-être parlé une langue, bon, c'est vrai qu'ils parlent l'afrikaner, mais en plus, mais ils auraient peut-être trouvé un moyen de se distancier, de se séparer. Si je n'ai pas d'exemple, puisque le Brésil n'est pas un bon exemple, qui constitue un lieu où cohabitent des gens très différents, mais j'imagine qu'aujourd'hui, celui qui est au pouvoir et celui qui était au pouvoir et celle qui était au pouvoir avant lui n'a pas l'air, et vraiment des gens qui ont un rapport avec l'Europe, en tout cas de par leur aspect extérieur. Donc les élites qui dominent seraient des élites venues d'Europe, installées au Brésil, mais qui ont un rapport, je ne sais pas comment en parler. En tout cas, avoir
une personne qui arrive au sommet du pouvoir. Ça ne veut pas dire que toute la communauté à laquelle il pourrait appartenir, finalement se hisserait à son niveau et se mettrait à gouverner, à posséder le pays. Là, la preuve, le Pérou, ou plutôt la Bolivie, voilà, un soi-disant autochtone, parce que le terme autochtone est un terme connoté, qui est arrivé au pouvoir, mais sa communauté, ben finalement, elle n'est peut-être pas, elle n'a pas réussi à se saisir des différents leviers du pouvoir, et donc il a pu être défait, et évidemment, sa communauté aussi a pris un coup, sûrement un coup sérieux, à ses capacités, de participation à l'espace public et à la direction des affaires de l'État bolivien. Alors voilà, comment dire. Alors je me perds, évidemment je me perds, je suis tout seul, et évidemment j'ai personne pour m'aider pour rester focalisé. Alors je me perds dans cette histoire, mais c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il suffit d'un petit aparté, et puis ça y est, on est décalé de l'essentiel. En tout cas, voilà, l'Afrique du Sud, donc, voilà, les blancs, les machins, etc. On sait qu'aux États-Unis, c'est important parce qu'il y a un problème économique. Cette chose qui est totalement, qui devient insupportable quand on voit Independence Day ou des choses comme ça, quand on voit qu'on crée de façon... Alors évidemment, les quotas, on n'en parle plus en France, mais à un moment donné, le quota et la discrimination positive. Si on met des gens dans des positions assez importantes, voilà, quelqu'un qui participe à la libération de son pays et qui aura un rôle majeur à jouer dans cette situation. Mais malgré tout, il a une femme qui est dite noire, ils ont un enfant qui est dit noir, et c'est séparé. Alors on revient vers le développement séparé, en tout cas au niveau symbolique. Si c'est pas au niveau de l'espace ou au niveau, je ne sais pas comment dire, c'est au niveau du symbolique, au niveau du créatif, au niveau peut-être du politique, c'est ça. C'est pas autrement. C'est une société fermée, compartimentée. On ne peut rien y faire. Alors, quitte voilà, donc le quota des acteurs dits noirs fait que l'on va les utiliser, mais on va les utiliser dans des emplois qui ne font que reproduire une situation sociale elle-même qui devrait ne pas exister, qui devrait être condamnée et combattue. Donc ça ne sert à rien, ça ne fait pas l'émancipation des gens dits noirs, ça ne leur permet pas de sortir de cette problématique d'une certaine discrimination due à leur apparence physique, mais discrimination aussi due à leur histoire. N'oublions pas qu'il y a quand même une classe moyenne, sûrement une classe moyenne dite noire, une bourgeoisie dite noire. Ce n'est pas que des gens dans des situations socio-économiques difficiles, c'est aussi des gens qui réussissent à s'en sortir, et quelquefois de façon... Mais imaginons par exemple, dans certains films, il y a eu... Alors, la chose est, évidemment, quand on veut simplifier, on veut analyser, on doit simplifier, et on se retrouve un peu devant la complexité, la contradiction, parce que devant une sorte de non-issue, parce qu'il faut prendre en compte la complexité des choses. Alors, je ne sais pas s'il y a une mentalité
dû à l'esclavage et à la servitude qui continue. Le fait d'avoir été esclave et d'être issu d'un lignage comme ça, est-ce que cela ne conduit pas finalement à se sentir toujours un peu extérieur, toujours dans l'incapacité de se saisir de son destin? Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de... comme si les gens dits noirs n'avaient toujours pas le pouvoir de décider pour eux-mêmes. Et on voit des gens arriver d'ailleurs et finalement réussir, entre guillemets, mieux que les gens qui sont là depuis 300, 400, 400 ans, si l'on peut dire, depuis très longtemps. Des gens nouvellement arrivés qui trouvent à se placer dans la société. Alors, si l'on prend l'exemple de Google, en tout cas le directeur général, si mes informations, enfin si ma mémoire ne me trompe pas, est d'origine indienne, et il y a même une femme qui était d'origine indienne et qui est devenue pendant un certain temps la représentante des États-Unis aux Nations Unies, et c'est voilà, mais on a pu, à un moment donné, il y a une Rice qui était pendant l'ère Bush, puis il y a quelques personnes comme ça, et qu'est-ce que cela nous apprend et nous renseigne sur les États-Unis? Mais la situation des États-Unis, un pays de plus de 300 millions d'habitants, territoire immense, avec sûrement des réalités très différentes, localement, etc. Il faut prendre en compte tout cela. Est un pays que l'on ne pourra jamais analyser de façon à correspondre avec la réalité du terrain. Nous avons une idée sur ce pays-là et nous devons faire avec nos idées sûrement pas très justes, pas très... Nous avons un manque de compétences peut-être pour entreprendre l'analyse de ce qui se passe dans ce pays. Mais revenons sur nos pays à nous, je ne vois pas l'intérêt d'importer quelque chose qui a peut-être une certaine pertinence dans le contexte nord-américain, états-unien, pas nord-américain, états-unien, mais qui ne l'a pas dans le contexte européen. Le terme blanc n'apporte rien, comment dire, c'est l'expression ultime de la volonté farouche d'exclure l'autre, puisque l'autre, quoi qu'il fasse, qu'il change de nom, qu'il, je sais pas, c'est pas comme qui dirait, je me rappelle de ce film, alors je ne me rappelle plus de son titre, cet Italien qui était en Suisse, qui a changé la couleur de ses cheveux, qui est passé de brun à blond. Alors, imaginons, voilà, qu'on change quelque chose en soi, ne suffira jamais pour vous éviter d'être traité de non-blanc. Parce que non-blanc, c'est pour la durée des temps, c'est pour l'éternité. Vous êtes des non-blancs et vous allez le rester. Or, les catégories les catégories qu'on utilisait pour se déterminer par rapport à l'autre, que ce soit dans des déterminations un peu non pas très rationnelles, pas très justes. Il y a quelquefois une sorte de rabaissement de l'autre, parce que je sais pas. En tout cas, les catégories qu'on utilisait, c'était les Français. Jamais quelqu'un n'a utilisé le terme qui viendrait d'Afrique du Nord. Jamais il n'utiliserait le terme
de blanc pour parler des Français. Il va dire les Français, certains ont un autre terme sûrement un peu, comment dire, péjoratif, là on trouve le terme, mais dans les Français, ça peut être, quelquefois ça dépend de ce que l'on veut faire passer comme message, les Français pour dire les autres, et quelquefois les Français pour dénoncer quelque chose. Alors, par exemple, l'individualisme français, les comportements des Français qui discriminent, même involontairement. Mais voilà que le mot blanc, c'est une discrimination volontaire, assumée, revendiquée. Et il y avait le terme européen. Donc européen, cela permettait d'ailleurs même à l'extrême droite de dépasser ces rivalités et ces contentieux nationaux pour se proclamer d'une communauté extra-nationale. Et bien entendu, c'était très bien la communauté. C'est vrai que le terme blanc permet la création d'une communauté par-delà les continents. Alors le mot occidental, il y avait ce terme d'occidental qui était lui aussi utilisé. Même si occidental, ça paraissait toujours très, très bizarre, on utilise le terme de Maghreb qui lui aussi veut dire Occident. C'est ça qui est bizarre. Et il y avait même un groupe d'extrême droite qui s'appelait Occident. Donc, et puis il y avait, je me rappelle, l'occidentalisation du monde, etc. Il y avait quelque chose qui avait sur cette chose-là. Mais l'Occident, c'est sur le plan culturel, c'est sur le plan économique, c'est sur le plan de la puissance, mais pas sur le plan de la race, etc. On sait que l'Occident est composé de populations très diverses. Alors, ça va des bruns ça va des bruns bruns au plus clair, c'est ça. Alors, c'est l'Occident. C'est aussi l'Europe, mais l'Occident, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est même le Japon, il fait partie de l'Occident, quelque part. Ah, c'est ça qui est... donc, on a... je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien entendu, les prétentions ou la volonté, tous les groupes, énormément de groupes, c'est comme s'il y avait une sorte de besoin ou une compétition entamée par énormément de groupes. Alors des groupes majoritaires, ce ne sont pas des groupes minoritaires qui se mettent à revendiquer un statut réservé, qui veulent se différencier des autres. L'exemple de l'Inde, où les hindouistes veulent absolument se démarquer des autres, et surtout des musulmans. Voilà que on se met à hindouistaniser l'Inde, et voilà une sorte d'homogénéisation religieuse et symbolique et autres, homogénéisation, je ne sais pas, qui touche au niveau, qui touche même peut-être à la langue, au toponyme, qui touche à des secteurs qui n'étaient pas considérés comme des secteurs voilà, très, très importants. Si, je ne sais pas, toute l'histoire qui était le résultat d'une fusion entre divers courants, à un moment donné, cette histoire, elle ne convient plus. Donc, alors, il faudrait avoir un nuancier, il faudrait créer un nuancier, je ne sais pas qui, évidemment, le 19e siècle, peut-être Oni, sûrement, 19e siècle, qui avait pour préoccupation d'écrire un peu dans
dans le même objectif de celui de tout cataloguer tout ce que la nature pourrait abriter comme espèce, etc. Et donc il y avait aussi du côté de l'humain, il fallait cataloguer les humains selon leur caractère morphologique. Alors les dolichocéphales, moi je me rappelle ça, si mes souvenirs sont bons, dolichocéphale. Je sais même plus ce que ça veut dire. En tout cas, c'est la forme de la tête, céphale, c'est donc. Et après, le problème est que, d'accord, c'était le 19e siècle. Là, on est au 21e siècle. 2 siècles plus tard, on est toujours préoccupé par cette envie, ce besoin de différencier les groupes humains les uns des autres. Alors, il y avait les races. Aujourd'hui, on va passer par la couleur. La couleur, ça va être, évidemment, ce n'est pas racial. Ça, on peut être différent, mais c'est la couleur. Et puis la couleur, ce n'est plus non plus une histoire réellement blanc, mais c'est au niveau culturel, au niveau symbolique, le pays dans lequel on est enraciné, auquel on appartient depuis longtemps. Il faut une antériorité. Il ne faut pas... c'est l'antériorité, il faut avoir des racines profondes dans le territoire. Si l'on veut finalement pouvoir se déclarer, se partager le pays. Alors donc le nuancier, pour ne pas l'oublier, donc il y avait donc au 19e siècle sûrement des mesures, alors je sais pas, la phrénologie ou je sais plus quoi, avait des pratiques ou des comme ça dites scientifiques qui essaient de mesurer la largeur, la longueur et tout ce qu'on veut pour savoir, pour distinguer entre les humains. Je ne sais pas si la taille était un élément pris en compte. Là, donc aujourd'hui, on pourrait avoir un nuancier. À partir de quel moment on va dire, on parle que de l'aspect extérieur. Si l'on s'attaquait à l'aspect intérieur et au patrimoine génétique et finalement à cette chose, comment on l'appelle, j'ai oublié le terme, l'ADN, on va se rendre compte que les choses ne sont pas ne sont pas évidentes. L'ADN, là peut-être qu'on a encore, que peut-être dans l'ADN on cherche ce que l'on veut trouver, mais on va quand même laisser sa chance à l'ADN pour nous révéler au moins une partie des choses, la complexité des choses. Alors on va dire, donc le nuancier, pour ne pas l'oublier, le nuancier, donc voilà, on va mesurer, je ne sais pas par quel moyen on va mesurer le degré de blanchitude, et à ce moment-là, on a une carte d'identité de blanc, pour lui dire, voilà, moi, j'ai passé les tests avec succès, je suis blanc. On a mesuré comme ces choses qu'on marquait un certain temps sur les cartes d'identité, voilà, les yeux, etc., le montant, je ne sais plus quoi, des caractères physiologiques, je ne sais pas, c'est pour... et donc on pourrait dire, voilà, c'est toi tu es. Celui qui n'a pas, lui, il aurait une carte, il aurait un passeport, il aurait une carte d'identité, non pas raciale, mais je ne sais pas ce que c'est. Le blanc n'est pas une race, donc je ne sais pas ce que c'est. Donc on aurait quelque chose. Et avec cette carte-là, on pourra avoir accès, non pas à des réductions dans les magasins, mais pour avoir accès à des droits spécifiques. Parce que c'est comme ça que l'on peut... Ça ne sert à rien d'être blanc si par derrière il n'y avait pas un profit. Alors on peut parler du profit strictement symbolique, le sentiment d'être meilleur, d'être l'héritier,
de toutes les conquêtes et de tous les progrès réalisés par les Blancs, parce qu'il n'y a que les Blancs. Ça me rappelle cette histoire alors d'El-Khawarizmi, celui qui est à l'origine, de par son nom déjà, des algorithmes. Et il y avait quelqu'un qui apparemment connaissait bien la question, mais ça n'a pas empêché de dire que Al-Khawarizmi est un savant perse. Perse. Ils n'ont pas de dire que c'est un savant musulman tout court, c'est un savant perse. Voilà, c'est comme ça. Donc, enlever l'aspect musulman et le réduire à quelque part son origine perse, et voilà. Donc, les autres, ils ont contribué, mais en fait, on va trouver deux par pays, non pas deux par civilisation. La civilisation musulmane ou arabo-islamique, on va pas lui un peu lui comment dire, on va pas lui reconnaître un certain nombre de gens qui ont été des fondateurs et des gens déterminants dans ce processus d'acquisition des connaissances à tous les points de vue. Non, on va prendre celui-là, il est d'origine perse, l'autre, il est d'origine, je ne sais pas, kurde, un autre devient syrien, un autre devient, je ne sais pas moi, Afrique du Nord. En tout cas, tous les progrès viendraient parce que de toutes les façons, tout ce qu'ont fait les autres, ce n'était pas si déterminant que cela. Alors évidemment, toute l'ère asiatique, comme on l'on dit, toute l'ère, ça passe par profits et pertes, assez clair. Voilà donc les Blancs, partout où ils sont passés, ils ont fait quelque chose de bien. Les Blancs, c'est égal civilisation, les Blancs égale progrès, les Blancs égale droit de l'homme, les Blancs égale démocratie, les Blancs égale émancipation des femmes, les Blancs égale, je sais pas, la philosophie, égale le rationalisme ou la rationalité, les Blancs égale l'égalité, voilà, on revient, l'égalité entre les races, à condition qu'il y ait toujours des races. L'égalité, d'accord, mais pas la confusion, pas finalement, pas l'homogénéisation, pas le cosmopolitisme, pas le fait de finalement de se retrouver, surtout pas de mélange. Alors, je n'oublie pas que, évidemment, pourquoi je suis sensible à cette question de la couleur, parce que il y a une antériorité, même familiale. Alors, il y a une femme qui s'est mariée comme ça, cette légende qui dit beaucoup sur l'état de conscience d'une société, la société qui était la mienne, dans mon enfance. Donc ma mère, je crois, elle disait, voilà, elle est noire, elle s'est mariée avec un homme clair de peau, et ce qui fait que de cette combinaison vont naître des enfants pour perdre un peu de sa noiritude. Je ne sais pas comment elle l'a expliqué, mais le fait, si elle s'était mariée avec un homme de la même gamme chromatique qu'elle, eh ben, il n'aurait que des enfants noirs. Mais l'enfant va prendre un peu de son père, donc il aura la peau un peu plus claire que celle de sa mère, et je ne sais plus quoi. Mais il y avait réellement une importance sérieuse apportée à la question de la couleur. Ce n'était pas une question simple. Plus on était clair de peau, plus on était mieux considéré. C'est un avantage naturel. Alors on revient au mal
au mâle blanc qui a un avantage naturel. Voilà, un avantage, voilà, donc, parce que c'est vrai que ne serait-ce que d'un point de vue, tout ce qui est de plus concret, quand on vit à la campagne, on est souvent en contact avec le soleil, et voilà, on se brunit, mais aussi il fallait faire la différence. Alors il y avait toutes les nuances, mais malgré tout, plus on était clair de peau, mieux c'est. Et moi-même, je me rappelle de cette histoire. J'ai été enfant et j'allais quelque part, et puis j'ai vu une petite fille tellement claire de peau par rapport à ce que je connaissais, et il y avait des gens dans ma famille qui étaient bien clairs de peau. Il y en avait même qui avaient les yeux verts. Alors évidemment, est-ce que les yeux verts, ça veut dire clair de peau automatiquement? Mais bon. Donc finalement, j'ai suivi cette fille, j'ai rebroussé chemin et suivi cette fille pour essayer de regarder, de bien regarder, et j'étais un enfant, de bien regarder comment dire, cette pâleur, parce que c'était rien d'autre, elle était plus pâle que le reste du monde. Voilà, donc la question n'est pas simple. À un moment donné, on peut déclarer qu'on est un peu dans le brouillard, que l'on ne sait plus comment nommer les gens, comment se positionner par rapport à l'autre. Quand l'autre, ben finalement, il est devenu mon égal à tous les points de vue. L'autre, qui n'était pour moi rien, qui ne savait rien de ce que moi je pouvais savoir, qui ne savait pas lire, pas écrire, qui ne savait pas converser, qui ne savait pas discuter, qui ne savait pas répondre. Aujourd'hui, il sait tout et quelquefois il le sait mieux que moi. Ah, comment vais-je faire? Cet être qui prétend qu'il est mon égal, tout lui donne raison. Les lois lui donnent raison. Je sais pas, demain ils vont nous gouverner, ces gens-là. On va les retrouver finalement à des postes d'importance. Et comment et comment faire? Ce qui est à faire, c'est de trouver un moyen de maintenir une distance. Voilà, le blanc, ça permet, le qualificatif de blanc permet de maintenir une distance jusqu'à... là, je reviens sur le fait de noyer ce qui pourrait rester de la brunitude, la noyer dans un maximum de blanc. C'est vrai qu'on l'expérience simple, quand on met un peu de café dans du lait, un peu de café, et ça a tendance à colorer le reste. Si on rajoute un peu de café, un peu plus de café, la chose est perdue. Ça y est, le blanc du lait est devenu... il n'a plus rien avec. Ça y est. Et donc, pour rétablir une dominance blanc, il faudrait beaucoup de lait, apporter beaucoup de lait. Donc, pour noyer le brin qu'il y a dans certains, il faudrait, etc., etc. Donc, il faudrait des centaines de générations. Donc, il y a peu de chances pour que les brins d'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas blancs, le deviennent blancs. Donc, ça nous laisse un peu de temps. Pendant des centaines d'années, on va pouvoir savoir qui on a en face. Alors, comme déterminant d'identification, il y avait l'accent. Alors évidemment, l'accent, c'est vrai, quelquefois on dit les quartiers populaires, il y a un accent. Et c'est un accent qui n'est pas valorisant. Alors tout de suite, l'accent de la racaille, puisque c'est à ce point, on est arrivé à ce point, et là on revient sur ce qu'il y a derrière les mots, derrière la sémantique. Alors,
il n'y a pas seulement le nom blanc, parce qu'il y a la racaille, il y a... ça suffit, les catégories qui sont devenues finalement non opératoires, l'étranger, l'immigré, je sais pas quoi, le basané, ce n'est plus le bougnoul, tout ça. On est passé du bougnoul à racaille parce que c'est... Et la racaille, c'est quoi la racaille? La racaille, c'est peut-être tout le monde, là aussi. Tout le monde devrait se sentir concerné parce qu'il y a des termes. Alors, quand c'est toute l'inversion des choses. Quand vous voulez tuer votre chien, vous, finalement, vous dites qu'il a la rage. Quand vous avez un problème, et ce problème, quand vous êtes en majorité, quand vous dites, là, pas majorité blanche, quand vous êtes en majorité par rapport à votre rapport à ce territoire, vous vous sentez légitime et dans le rapport que vous avez à ce territoire, quand vous avez des gens qui ne sont là que depuis quelques dizaines d'années, ben, face à eux, vous pouvez commencer à dire, à vouloir passer pour des victimes. La majorité, ben, simplement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inverse le rôle. Elle devient victime, elle devient... elle commence à se plaindre, elle commence à parler de persécution. Nous, les Blancs, il y a un racisme anti-blanc. Comment on fait les choses? Alors, c'est la perversion qu'il y a derrière toute cette opération. La perversion intellectuelle et finalement une sorte... comment dire, j'oublie les mots, c'est une sorte, non pas de... c'est malhonnêteté, je ne trouve pas d'autres termes, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Voilà, c'est une forme de mensonge ultime, c'est une abomination. Je ne trouve pas le terme que je veux et donc j'utilise n'importe quoi. Ça ne devrait pas exister. Il n'y a pas un racisme anti-blanc, il y aurait un racisme anti-blanc, supposons simplement. Et alors, ça a quel effet? Quand vous allez quelque part, on vous dit, on n'a rien pour vous. Vous êtes au guichet, on ne vous sert pas. On dit, vous êtes un blanc. Quand vous êtes dans les transports publics, on vous maltraite parce que vous êtes un non-blanc. Quand vous êtes à l'école, on vous maltraite. C'est quoi cette histoire? Voilà, on voit que l'inversion, rapidement, l'inversion ne tient pas. Elle tient peut-être dans l'esprit de certains, parce que c'est ça. Là encore, une fois, dans certains cercles, ça les arrange de parler une langue ou d'utiliser des concepts. Mais quand on voit ces concepts-là et tout ce qu'il y a autour, parce qu'il n'y a pas que le concept de racisme anti-blanc, il y a d'autres choses. Quand on voit des gens, une personne tuer plus de 70 jeunes, et puis quelqu'un d'autre, là il s'agit de jeunes qui n'étaient pas dans une pratique culturelle, mais dans une pratique politique, un camp de jeunes, voilà, massacrés. Simplement, c'est énorme, et à l'échelle de la Norvège, si on compare avec l'échelle de la France, la population française, 70 et quelques, par rapport à la population, c'est comme si on avait massacré, je ne sais pas moi, 10 000 Français, peut-être, je ne sais pas si le rapport est bon, mais en tout cas, ça fait beaucoup d'un seul coup. Alors, au lieu de dire qu'il y a des situations difficiles, que l'on a du mal à apaiser des conflits ou à apaiser des tensions, que l'on ne cherche pas à se voiler la face ou à ignorer les difficultés de terrain et toutes les complications possibles, mais que l'on ne veut pas ajouter
un élément de confusion, un élément qui va créer comment dire, qui va être utilisé pour compliquer, pour les choses un peu plus. Donc, on pourrait dire, ces quartiers de non-blancs, laissons-les à leur sort. D'ailleurs, ils sont majoritairement non-blancs. S'il y a des blancs parmi eux, ce n'est pas très grave, ces blancs n'ont qu'à partir. Et à ce moment-là, on va retrouver des quartiers homogénéisés, dits homogénéisés, de façon totalement scandaleuse et révoltante, et dans lesquels on parlerait de l'absence de mixité. Et cette histoire n'est pas une histoire quelconque, puisque j'ai assisté à une partie d'une réunion organisée par une liste qui se présente au municipal à Toulouse. Cette réunion était centrée autour de la culture, et moi j'avais choisi la table dans laquelle il y avait le thème, qu'on devait traiter du thème Toulouse, ville-monde, et puis je me retrouve, la première personne qui intervient, c'est pour dire qu'elle ne se retrouve pas dans le discours tenu par la personne la table qui était réservée au quartier dit populaire. La personne qui était responsable était intervenue pour dénoncer la politique de ville et puis le difficile sort des quartiers dits populaires. Moi je dirais quartier périphérique, pas populaire, la question ne veut rien dire. Politiquement parlant, elle n'est pas pertinente. Et après, parce que le peuple, il est partout, il n'est pas concentré que dans la périphérie, même si certaines mobilisations finalement ont donné un éclairage supplémentaire sur la question. Mais en tout cas, la personne, elle dit, moi je ne me retrouve pas, elle n'a pas dit je suis blanche, je ne me retrouve pas dans le discours que l'on développe à propos de ces zones résidentielles. Ben, je ne voyais pas ce qu'il y avait d'important, ce type de propos avait en rapport avec Toulouse, ville-monde. Surtout que ça s'opposait totalement à la problématique de Toulouse, ville-monde, qui est évidemment ville ouverte, ville cosmopolite, ville finalement accueillante, qui s'enrichit de sa diversité et de... la ville-monde, c'est un territoire qui est un territoire bienveillant, qui est un territoire qui permet à tous d'exprimer ce dont ils sont porteurs, de développer leurs compétitions et de mettre ces compétitions au service de la ville. Il y a une ville qui ne fait pas de préférence, pas de traitement préférentiel pour certains. Non, c'est la ville qui offre une égalité de traitement pour tous. Cette ville-là, évidemment, a été traversée par l'histoire, et on le sait, traversée par les réfugiés espagnols. Et puis à un moment donné, moi j'ai rencontré ce qui restait des réfugiés chiliens. Voilà, donc après, évidemment, la ville a connu un développement à l'international qui n'a rien à voir avec ce qu'elle avait connu dans les années, fin des années 30 et dans les années 70 et 80. La ville s'est internationalisée du point de vue par rapport aux industries de l'aviation, mais aussi par rapport aux étudiants. Voilà, il m'est même arrivé, mais il y a longtemps déjà, de voir, j'ai vu dans la rue une japonaise, parce que c'était habillé avec un kimono, dans la rue avec le kimono et avec les sandales. Vraiment, c'était une chose là. C'est une ville qui peut-être c'est uniquement
au niveau de ce qu'il y a des secteurs étudiants, et c'est un secteur important de l'activité de la ville. Peut-être qu'il y a 100 000 et quelques étudiants, ce n'est pas rien, c'est peut-être un quart de la population globale, ou un cinquième maintenant. Voilà, donc beaucoup de choses ont été dites, parce que cette question de la médite, évidemment, un peu de façon un peu, comme toujours, confuse. Je revendique cette confusion, je revendique cette mélange, c'est comme ça, et on ne peut pas... il faudrait pour cela, pour essayer il faudrait préparer. Préparer, ça veut dire beaucoup de temps. Beaucoup de temps, et quelquefois, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la motivation, puisque ces prises de parole restent assez non écoutées. Donc, il ne donne naissance à aucun débat, à aucun retour. Donc, je fais comme je peux, comme cela me plaît aussi. Je ne m'occupe pas tellement de ce que peuvent penser les autres, puisque les autres sont absents. À partir du moment où s'ils sont là, je vais intégrer leurs arguments, leurs contre-arguments. J'essaie de le faire tout de même, mais voilà, à un moment, la prise de parole, en tout cas, même si elle doit rester uniquement à l'usage strictement personnel, la prise de parole est une sorte de réponse indirecte à ce courant, à cet envahissement par une nomenclature, par une langue, voilà, par des concepts. Non, non au terme blanc. Bannissons le terme blanc. Bannissons cette épithète, ce qualificatif, et focalisons-nous d'abord. Nous sommes, voilà la question, nous sommes dans ce territoire. Ce territoire, à partir d'un certain moment, il devient le nôtre. Et on a une affection, on a une sorte d'intérêt, une sorte de... voilà. On ne pourrait pas dire, c'est un peu facile, on aime ce territoire. On a intérêt à sa prospérité, etc., etc. À partir du moment où on est sur un territoire, on devient membre de ce territoire. On devient un citoyen comme les autres. Nonobstant nos petites singularités, nos petits particularismes. Moi, je ne m'avance pas en tant que ceci ou cela. Souvent, il m'arrive de m'avancer en tant que Toulousain, mais ce n'est qu'une détermination au provisoire. Je me dirais bien français, sans problème, et il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte, il n'y a aucun problème à me déterminer de cette façon-là. D'ailleurs, d'autant plus que je n'ai pas cherché à obtenir la nationalité française. Je me dis français sans avoir besoin de passer par le statut administratif, voilà, finalement par la naturalisation et par ce processus qui pour moi est un processus inutile. Qui est d'accord pour intégrer la citoyenneté française doit y avoir droit. Moi, je le veux, je le déclare. À partir du moment où j'affirme cette volonté, d'ailleurs, on devrait me l'accorder. C'est à partir d'une conviction ou d'un besoin. Après, on passe à autre chose. Moi, je suis pour la citoyenneté mondiale, terrestre, mondiale, etc. Mais c'est une étape. Alors, on va dire, je ne me limiterai pas à la citoyenneté nationale française. Je veux pouvoir m'étendre à la citoyenneté. J'appartiens à l'humanité. J'appartiens aussi au règne du vivant. J'ai aussi... si on doit me dire quelle nationalité, quelle pourrait être la nationalité, je dirais vivant. Simplement vivant. Alors,
Et vivant, ça veut dire celui qui admet une sorte de fraternité, la fraternité universelle entre tous les êtres vivants, quelle que soit leur dimension, quelle que soit leur façon de vivre. Évidemment, la complexité, elle n'est pas oubliée, rassurez-vous. Il y a le conflit, voilà, il y a du vivant qui mange du vivant. On sait tout ça. Mais malgré tout, je me déclare comme faisant partie du vivant et j'ai intérêt dans la possibilité de mes moyens, évidemment, au vu de mes capacités, à ce que tous les vivants puissent continuer d'avoir accès à leur espace. Finalement, la permanence de tous. La permanence de tous. Même si dans les faits, etc., les détails, etc. Mais au niveau de l'affirmation de principe, au niveau du principe, j'ai la citoyenneté, j'ai la nationalité, ma nation, c'est le vivant, et ma terre, c'est, voilà, et mon pays, mon territoire, c'est la terre. Et j'aimerais pouvoir, finalement, je ne le ferai pas, mais j'aurais aimé avoir le droit d'aller partout sans avoir besoin de faire preuve de quoi que ce soit. Je n'ai pas à montrer un papier. Après, on n'oublie pas, l'histoire nous a suffisamment. Il y a, qui dit vivant, dit aussi accroché à son territoire. Si je vais chez quelqu'un, c'est pas pour partager avec lui ou pour finalement lui prendre quelque chose qui lui appartient. Je sais pas, il faudrait nous changer fondamentalement pour qu'on puisse passer à d'autres réflexes, à d'autres instincts. Nous sommes aussi limités par nos instincts, c'est par nos cultures et par quelque part l'enracinement que l'on a dans certains territoires et dans certaines idéologies, dans certaines façons d'avoir rapport à l'invisible, à l'immatériel, etc. C'est comme ça, c'est plein de choses. Alors, je ne sais pas si j'ai donné justice à ce désir ou à cette envie j'ai rendu justice à cela, si j'ai bien traité la chose. Je n'en sais rien, je ne sais pas où j'en suis. En tout cas, j'ai essayé, comme ça, de me lancer dans de faire face à cela. Je ne sais pas si j'ai réussi. En tout cas, comme je dis toujours, ça a le mérite d'exister, même si c'est pas parfait. Mais la perfection, comme on dit, n'est pas de ce monde. Et les choses n'évoluent jamais de façon, même socialement parlant, etc. Beaucoup de choses évoluent de façon irrationnelle. Si on devait uniquement vivre en fonction de la raison, sous comment dire, sous en faisant que ce qu'il serait raisonnable de faire. Non, on fait des choses déraisonnables, on se comporte quelquefois de façon qui nuit à nos intérêts, voilà. Et donc, dans certaines expressions du rapport à l'autre, quelquefois on a tendance à chercher finalement à garder l'autre à distance. Par des tas, on trouve toujours un moyen. Quand un moyen c'est un peu affaibli, on le remplace par un autre. Nous avons peut-être besoin d'établir
une distance, mais bon, d'accord, peut-être, mais pas mais que cette distance ne soit pas une distance qu'il serait impossible de franchir ou d'abolir en cas de besoin, devant toujours garder des passerelles, comme je l'ai dit il y a très longtemps, la passerelle, la possibilité, laisser la possibilité à l'autre de venir à nous, et voilà, et d'essayer de participer ou d'essayer de faire quelque chose. Nous avons sûrement des défis en commun. Et il y a un certain nombre d'exemples très récents qui nous le montrent, que notre enfermement et nos oppositions ne sont finalement pas non pas très rationnelles, mais pas adaptées, peut-être au danger, au risque que nous courons ensemble. Alors voilà, donc c'est une fin un peu toujours de la même façon, un petit envolé, un peu comme ça. Voilà, j'arrête là. C'est un peu, ça ne peut pas aller plus loin.